Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous continuons aujourd'hui notre leçon sur la Seconde Guerre mondiale et nous allons parler des violences de masse et des crimes de guerre. Cependant, nous n'aborderons pas ici les génocides juifs et tziganes puisque nous y consacrerons une vidéo entière. Cette leçon s'organisera en 3 temps. Tout d'abord, nous verrons les nouvelles armes qui vont permettre de tuer en masse, puis nous aborderons le front de l'Est autour de la notion de guerre d'anéantissement, et nous finirons par les crimes du Japon en Asie de l'Est. Commençons donc par les nouvelles armes. Durant la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles armes à l'origine de violences de masse sont apparues. La plus marquante est la bombe atomique. Les bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, 2 villes japonaises, en août 1945. Elles ont été utilisées par les États-Unis dans le but de forcer le Japon à capituler. Le 6 août 1945, la ville d'Hiroshima a été ciblée par la première bombe atomique, surnommée Little Boy. On estime qu'environ 140 000 personnes ont perdu la vie d'ici la fin de l'année 1945, en raison de l'explosion immédiate et des effets ultérieurs des radiations. 3 jours plus tard, le 9 août, la ville de Nagasaki a subi une attaque similaire avec la bombe Fat Man. Environ 70 000 personnes ont été tuées immédiatement ou sont mortes peu de temps après, en raison des blessures et des effets des radiations. Les survivants, connus sous le nom d'Hibakusha, ont souffert de diverses maladies, particulièrement des cancers. Au niveau matériel, environ 70% des bâtiments de la ville d'Hiroshima ont été détruits ou gravement endommagés. Les zones centrales de la ville ont été complètement rasées, laissant derrière elles un paysage de dévastation. L'hôpital, les écoles et les infrastructures de transport ont été détruites, ce qui a compliqué les efforts de secours. À Nagasaki, environ 40% des bâtiments ont été détruits. Cette différence s'explique car la géographie montagneuse de la ville a limité l'ampleur de la destruction par rapport à Hiroshima. Les explosions ont également causé des incendies de grande ampleur qui ont ravagé des zones très étendues. Parlons maintenant des bombardements classiques. Les bombardiers sont des avions spécifiquement conçus pour transporter et larguer des bombes sur des cibles au sol. Ils peuvent varier en taille, en capacité de charge et en type de mission. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont joué un rôle important dans les opérations militaires. Dans une leçon précédente, on a parlé des bombardements sur Londres durant la bataille d'Angleterre. Là, on va évoquer les bombardements de Dresde, une ville allemande. Ces bombardements ont eu lieu en février 1945 et ont été menés par les forces alliées, principalement par les bombardiers britanniques et américains. En quelques jours, entre le 13 et le 15 février 1945, environ 1300 bombardiers ont largué des tonnes de bombes, y compris des bombes incendiaires, ce qui a entraîné un incendie dévastateur qui a détruit presque 70% de la ville. Les conséquences de ces bombardements ont été catastrophiques. On estime qu'entre 25 000 et 35 000 civils ont été tués dans ces attaques. Les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale ont eu un impact dévastateur sur les civils, en particulier dans les zones urbaines. Les villes étaient souvent ciblées, non seulement en raison de leur importance stratégique, mais aussi parce qu'elles abritaient des infrastructures industrielles essentielles pour l'effort de guerre, comme des usines d'armement ou des dépôts militaires. Ces bombardements ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Ils ont détruit non seulement des usines, mais aussi des logements, des écoles, des hôpitaux, ce qui a entraîné des conditions de vie extrêmement difficiles pour les survivants. De nombreuses personnes ont dû fuir leur domicile, créant des vagues de réfugiés. Sur la photo, issue des archives municipales du Havre, on voit que la ville du Havre a été fortement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un port maritime important.
Il a été ciblé en raison de sa position stratégique et de son rôle de soutien logistique des opérations militaires. Une grande partie du centre-ville a été dévastée et de nombreux bâtiments historiques ont été détruits ou endommagés. La cathédrale qu'on voit ici a été fortement endommagée, mais elle n'a pas été totalement détruite. De nombreux habitants ont perdu la vie et ceux qui ont survécu ont dû faire face à des conditions de vie très difficiles en raison de la destruction de leur environnement. On va maintenant passer à la seconde partie de la leçon sur le front de l'Est. Commençons par la définition de la guerre d'anéantissement. Une guerre d'anéantissement est un conflit dans lequel les belligérants, c'est-à-dire les pays en guerre, cherchent non seulement à vaincre l'ennemi, mais aussi à éliminer toutes ses forces armées, sa population et même son mode de vie. Une guerre d'anéantissement vise à anéantir toute possibilité de résistance de la part de la population et à éradiquer leur idéologie ou leur mode de vie. Les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki illustrent cette définition, puisqu'il s'agissait de frapper des cibles civiles pour forcer une capitulation. Les nazis ont abordé la guerre contre l'URSS, qui a commencé en 1941 avec l'opération Barbarossa, comme un conflit allant au-delà de la simple victoire militaire. Ils voyaient le communisme comme une menace idéologique et politique qu'ils voulaient éradiquer. La guerre était donc perçue comme une sorte de croisade contre le communisme. Aussi, le régime nazi prônait une idéologie raciste qui considérait certaines populations comme inférieures. Les Juifs, les Roms et les Slaves en faisaient partie. Sur la fiche de propagande en illustration, on utilise des stéréotypes pour renforcer les idées sur la supériorité de la jeunesse allemande par rapport à la jeunesse soviétique. Les enfants blonds et souriants sont souvent utilisés dans la propagande nazie pour symboliser la pureté raciale et la vitalité de la race aryenne. A l'inverse, la représentation des enfants soviétiques pieds nus et appauvris vise à montrer la misère et l'échec du communisme. En présentant la jeunesse allemande sous un jour positif et la jeunesse soviétique de manière négative, la propagande cherchait à renforcer l'idée que le régime nazi était la voie vers un avenir radieux, tandis que le communisme était associé à la souffrance et au désespoir. Les images d'enfants sont particulièrement puissantes dans la propagande. Elles sont souvent utilisées car elles suscitent des émotions fortes et peuvent influencer l'opinion publique. Les Einsatzgruppen étaient des unités paramilitaires nazies formées principalement de membres de la SS. Ils accompagnaient les troupes allemandes lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Leur mission principale était de procéder à l'élimination systématique des populations considérées comme ennemies de l'État nazi, surtout les Juifs, les Roms et les communistes. Les Einsatzgruppen sont responsables de ce que l'on appelle la Shoah par balle, qui fait référence au massacre de masse commis contre les Juifs d'Europe de l'Est. Environ 1,5 million de Juifs ont été tués par ces unités entre 1941 et 1943, souvent par des fusillades. Les victimes étaient rassemblées, amenées dans des lieux isolés, puis exécutées. Les méthodes d'exécution étaient particulièrement brutales. Les victimes étaient souvent forcées de creuser leur propre tombe, puis elles étaient abattues. Ces exécutions étaient souvent filmées ou photographiées, comme le témoigne la photo issue de Wikipédia que j'ai placée ici. La politique de terre brûlée a été employée par les deux camps pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. Cette stratégie consiste à détruire tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi lors de sa progression. On détruit donc des infrastructures, des routes, des ponts, des chemins de fer, mais aussi des installations industrielles, des réserves alimentaires, des champs et même des villages. Au fur et à mesure que l'armée rouge se retirait face à l'avancée allemande, elle a souvent appliqué une politique de terre brûlée. En évacuant une zone, les soviétiques détruisaient les ressources pour empêcher les troupes allemandes de les utiliser. Cela visait à ralentir l'avancée allemande
et à rendre la situation logistique plus difficile pour l'ennemi. De leur côté, les nazis ont également utilisé cette tactique pour tenter de désorganiser et de démoraliser les soviétiques, en détruisant les terres agricoles et les infrastructures alors qu'ils avançaient. Ils espéraient empêcher les soviétiques de se réapprovisionner et de maintenir l'effort de guerre. Les politiques de terre brûlée ont eu des conséquences dévastatrices pour la population civile. Des villes et des villages ont été réduits en cendres et la destruction des ressources a entraîné de graves pénuries alimentaires. La politique de terre brûlée est donc un exemple de la brutalité et de l'inhumanité du conflit. Et là, on voit bien qu'il peut être qualifié de guerre d'anéantissement. On n'hésite pas de sacrifier des civils pour la guerre. Il est caractérisé donc par la volonté de détruire l'ennemi dans tous les domaines. Les pertes humaines sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale ont été extrêmement élevées, tant sur le plan militaire que civil. Les sièges de Leningrad et de Stalingrad sont parmi les épisodes les plus marquants et tragiques de ce conflit. Le siège de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, a duré près de 900 jours, de septembre 1941 à janvier 1944. La ville a été encerclée par les forces allemandes, coupant les approvisionnements en nourriture, en eau et en médicaments. Les pertes humaines sont estimées entre 1,5 et 2 millions de personnes, dont un grand nombre de civils. La famine a causé des milliers de morts et les conditions de vie étaient extrêmement difficiles avec des températures glaciales et des bombardements réguliers. La bataille de Stalingrad, ville qui est aujourd'hui Volgograd, dont on a parlé dans la leçon sur le tournant de la guerre, a eu lieu entre l'été 1942 et février 1943. Les pertes à Stalingrad ont été là aussi catastrophiques, avec environ 1,2 million de personnes qui ont perdu la vie. Au total, on estime qu'entre 25 et 30 millions de personnes sont mortes sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce chiffre représente une part très significative du total des pertes durant la guerre, qui est généralement évalué entre 70 et 85 millions de personnes dans le monde entier. Ces pertes, qui sont composées de beaucoup de civils, ont eu un impact démographique dévastateur sur les pays de l'Est, notamment l'Union soviétique qui a perdu un grand nombre de ses habitants. Sur le graphique, on voit bien que les pertes sur le front de l'Est sont bien supérieures à celles sur le front occidental. Nous allons maintenant passer à la troisième et dernière partie de la leçon sur les crimes du Japon. Les massacres de Nankin font partie de la Seconde Guerre sino-japonaise, qui a commencé en 1937. C'est pour cela qu'on peut dire que la Seconde Guerre mondiale, finalement, a commencé avant 1939 en Asie de l'Est, même si à cette époque, elle n'était pas encore mondiale. Nankin était alors la capitale de la Chine. Le massacre a eu lieu sur une période de 6 semaines, de décembre 1937 à janvier 1938. Il est généralement admis qu'entre 200 000 et 300 000 civils et soldats chinois désarmés ont été tués. Les soldats japonais ont commis de nombreux actes de violence, y compris des viols systématiques, des pillages et des exécutions sommaires. Le massacre a eu des répercussions durables sur les relations entre la Chine et le Japon. Ça reste encore aujourd'hui un sujet de tension entre les deux pays. Pour se rendre compte de l'ampleur des atrocités commises par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut parler de l'unité 731. Cette unité a été créée dans les années 1930 pour mener des recherches sur la guerre biologique et chimique en utilisant des humains comme sujet d'expérimentation. Des agents pathogènes tels que la peste bubonique et le choléra étaient inoculés à des prisonniers, le but étant d'étudier les effets de ces maladies sur le corps humain. Aussi, les chercheurs effectuaient des dissections sur des sujets vivants sans anesthésie pour observer les effets des maladies et des traitements expérimentaux. Des expériences sur les effets du gel étaient menées
avec une exposition prolongée au froid pour étudier la dégénérescence des tissus humains. Outre les expériences médicales, des actes de torture étaient pratiqués pour étudier les limites de la douleur humaine. Les victimes de l'unité 731 étaient des prisonniers de guerre, surtout chinois, mais aussi coréens, mongols ou de d'autres populations capturées lors des invasions japonaises. Après la guerre, les responsables de l'unité 731 ont été en quelque sorte protégés par les États-Unis en échange de leurs recherches et des données obtenues lors des expérimentations. Ceci a conduit à une absence de justice pour les crimes commis. Le sujet de l'unité 731 reste encore largement tabou au Japon. Il y a encore des tensions concernant la reconnaissance des crimes de guerre à l'échelle internationale. Au cours de l'expansion japonaise en Asie de l'Est, le Japon a établi un système de travail forcé dans les territoires qu'il occupait. Ce système visait à soutenir l'effort de guerre japonais en fournissant une main-d'œuvre bon marché et abondante. Les détenus étaient souvent forcés de travailler dans des conditions extrêmes. Ils souffraient de malnutrition, de maladies et étaient soumis à des violences physiques et psychologiques. Les travailleurs forcés étaient employés dans des usines de munitions, dans les mines de charbon et les chantiers d'infrastructures comme les routes ou les chemins de fer. Des milliers de civils, y compris des femmes et des enfants, étaient enlevés de leur foyer pour être contraints au travail. Un aspect particulièrement tragique du système de travail forcé était le recrutement de femmes pour servir de réconfort dans les bordels militaires japonais. Les femmes provenaient principalement des territoires occupés, comme la Corée, la Chine, les Philippines. Beaucoup étaient des adolescentes ou de très jeunes femmes. Les crimes liés au travail forcé et à l'exploitation sexuelle ont laissé des cicatrices profondes dans les sociétés touchées. Ça aussi, ça reste un sujet sensible aujourd'hui dans les relations entre le Japon et ses voisins. Pour établir et maintenir leur contrôle sur les populations locales, les autorités japonaises ont souvent eu recours à des stratégies de terreur pour écraser toute forme de résistance et instaurer un climat de peur. On va retrouver là les méthodes des États totalitaires, un peu les mêmes qu'on a vues en Europe. Ils n'hésitaient pas à exécuter sommairement des personnes considérées comme des opposants. Ces exécutions étaient souvent publiques pour intimider la population. Des milliers de personnes ont été exécutées sans procès et de nombreux corps étaient laissés sur place comme avertissement aux autres. Des massacres étaient effectués dans les villages soupçonnés de soutenir des résistants. Les forces japonaises utilisaient également des méthodes de torture pour obtenir des informations ou forcer les aveux des suspects. Le gouvernement japonais a également utilisé la propagande pour justifier ses actions et essayer de gagner le soutien des populations locales. Cela incluait la diffusion de messages sur la libération de l'Asie par le Japon, comme on le voit sur cette affiche et comme on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Des efforts étaient faits dans la propagande pour promouvoir une image positive de la domination japonaise. On représentait les occupants comme des protecteurs contre les puissances occidentales qui avaient leurs colonies en Asie de l'Est. Malgré la terreur, de nombreux groupes de résistance se sont formés dans les territoires occupés, cherchant à s'opposer à l'occupation japonaise. Bon, ben voilà, nous avons terminé cette leçon sur les crimes de guerre. On continuera ce thème avec une vidéo sur le génocide des Juifs et des Tziganes. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.